Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Mais très bien, surtout quand vous nous rejoignez le jeudi, comme ça Nicolas Vidal, c'est quand même le meilleur moment de ma journée. J'en suis ravi, j'en suis heureux et flatté, je rougis derrière ma caméra. Et oui, voilà. Vous êtes fondateur Nicolas Vidal, je le rappelle, de Putsch Média et chroniqueur régulier sur notre antenne. Et d'ailleurs, on va entendre votre chronique tout à l'heure à 9h05. Je vous propose qu'on se tourne, Nicolas Vidal, vers notre invité vidéo aujourd'hui. Ligne droite. Vue de haut. Bonjour Alban Darguin. Bonjour Clémence. Vous êtes titulaire d'un DEA de droit public et d'un DEA d'histoire du droit. Vous avez poursuivi des études d'actuariat et vous aviez déjà publié des livres sur la question de l'énergie, notamment Éolienne, un scandale d'État. C'était aux éditions Synthèse Nationale en 2017. Et puis ce livre aujourd'hui, Réchauffement climatique, enquête sur une manipulation mondiale, aux éditions Pardès. Alors faut dire que, je ne sais pas si c'est prévu par l'éditeur ou pas, vous tombez à pic ou alors pas du tout. Enfin, il faut choisir parce que nous avons quand même tous passé un été des plus chauds où tous les médias nous ont rappelé qu'on n'avait jamais vécu ça depuis des années et des années. Et puis hier est publiée cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Donc, je vous cite un extrait de l'article de France Info au sujet de cette charte pour le climat, donc signé par de nombreux journalistes. À l'heure où le climat s'emballe, je cite, des journalistes lancent une charte pour un traitement médiatique à la hauteur de cette urgence climatique. Voilà, tout est dit. Ensuite, le début de la charte, je la lis également. Alors là, je pense que je vais faire sauter de sa chaise Alban Darguin. Le consensus scientifique est clair. La crise climatique et le déclin rapide de la biodiversité sont en cours. Et les activités humaines, c'est surtout cette partie-là que vous allez préférer, en sont à l'origine. Les impacts sur les écosystèmes et les sociétés humaines sont généralisés et pour certains irréversibles. Les limites planétaires sont dépassées les unes après les autres et près de la moitié de l'humanité vit déjà en situation de forte vulnérabilité. Et puis évidemment derrière, elle cite le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont on va évidemment revenir dessus avec vous, et son 6e rapport qui insiste sur le rôle crucial des médias pour cadrer et transmettre les informations sur le changement climatique. Voilà, je vous passe tout le reste de cette charte qui propose, je crois, 13 points peut-être. 13 points, bon, pour que la profession soit à la hauteur de cette urgence. Alors, et vous, Alban Darguin, vous arrivez et puis vous dites l'inverse finalement. Vous dites, réchauffement climatique. Alors on va revenir. Vous utilisez une autre expression. Vous dites qu'il y a, alors je ne sais plus comment vous le dites. Je vais reprendre vos propos. Il y a des aléas, disons mais pas un réchauffement climatique et sûrement pas de la faute de l'homme en fait. Pour résumer un petit peu. Alors, il y a un réchauffement climatique, sauf que moi je dis qu'il est parfaitement naturel et qu'il est cyclique et qu'il correspond... Il est sur le temps long. Bien sûr. C'est ce que le premier travail que vous faites dans votre livre, c'est de nous installer sur le temps long et de revoir un petit bout au Moyen-Âge, un autre temps, et vous nous montrez que finalement, on a déjà eu des périodes beaucoup plus chaudes, d'abord, et puis que quand on regarde un petit peu le temps long, finalement, même avant même que l'homme commence à avoir ses industries, ses voitures, etc., le réchauffement avait commencé. Absolument. Et si on regarde et très rapidement, le climat qui est en train de se réchauffer aujourd'hui, ça date de 1850. Ça a commencé au milieu du 19e siècle. Mais ça, bien sûr, aucun scientifique du GIEC ne va le dire. Mais surtout, aucun journaliste ne dira ça. Là, cet été, on avait quand même l'impression qu'on vivait l'été le plus chaud de toutes les dernières... Oui, on a juste oublié 1976, quand l'armée, avec ses camions, était réquisitionnée pour emporter de la paille de la Beauce et de la Brie, les régions céréalières, pour aller nourrir le bétail affamé qui était, à cause de la sécheresse, dans les zones d'élevage. Oui, voilà, ça, ou même où il a fallu abattre beaucoup de bovins, puisqu'on ne pouvait plus les nourrir. Ouais. Mais je serais tenté de dire que ça prend des proportions de dictature, mais ça ne me surprend pas, ce que vous venez de dire. Ça ne me surprend pas. Alors, je ne sais pas si vous pourrez m'inviter bientôt, mais j'espère que vous le ferez toujours, j'en suis sûr. Ah, mais non, mais ici, on a une véritable liberté d'expression. Voilà. On se démarque du reste des médias. On est bien d'accord. Mais c'est tellement énorme ce que vous avez lu qu'on se demande s'il y a encore un peu de discernement
dans la population de tous nos peuples, d'ailleurs. Hein, c'est pas que la France. C'est effarant. Mais bon, vous savez, ces manipulations, puisque moi je parle d'une manipulation mondiale, vous avez lu le livre, hein, aussi bien sur le plan scientifique, avec tous les trafics de chiffres et de données qui ont été faits, la façon de les présenter aussi. Il y a une manipulation également dialectique, qui est truculente d'une certaine façon. Il y a des choses qui sont vraiment mais tellement énormes qu'on devrait en rire. Mais non, tout ça est très sérieux pour ceux qui sont les tenants du réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire du fait de l'homme. Et puis il y a une manipulation idéologique. Alors ça, c'est mené à la façon d'une enquête policière. Oui. Moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que chaque fois qu'il y a des mensonges de ce niveau-là, des manipulations de l'opinion publique, ça part toujours d'un fait qui est vrai. Vous voyez, par exemple, alors je vais peut-être scandaliser certains de vos auditeurs, mais si vous prenez la dernière grippe, la grippe de Wuhan, la grosse épidémie de 2019-2020, eh ben, il y a tous les 50 ans, je me suis amusé à calculer, il y a tous les 50 ans une très grosse épidémie de cette nature-là. Il y a eu la grippe dite espagnole, un peu faussement, mais qu'on appelle espagnole en 1919. 50 ans plus tard, en 69, on a la grippe de Hong Kong. Et puis, 50 ans plus tard, en 2019, on a la grippe de Wuhan, hein, qu'on appelle la Covid-19. En réalité, ces épidémies, elles ont lieu, en effet, avec une intensité plus forte, tous les 50 ans à peu près. Donc, c'était facile à Jacques Attali, il y a déjà 10 ou 15 ans, de dire « Nous allons vivre une épidémie épouvantable ». Épouvantable, parce que c'est le prophète quand même, hein, de tous ces événements-là, Jacques Attali. Il dit des choses d'ailleurs qui sont effarantes, y compris sur l'émigration climatique. Mais bon, passons. Donc, il y a des faits vrais. Donc, en l'occurrence, là, partant d'un fait qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire un réchauffement climatique qu'on n'avait pas vécu depuis le petit optimum médiéval, et ben finalement... Alors, rappelez le petit optimum médiéval. Le petit optimum médiéval... C'est un joli nom, d'ailleurs. Oui, c'est un très joli nom. Ben, les petits optima, sans rentrer trop dans les détails, les petits optima, ce sont des périodes beaucoup plus courtes que dans la préhistoire, qui durent 400-500 ans, et qui sont des périodes de réchauffement, sachant qu'à côté, on dit les petits âges glaciaires quand c'est l'inverse, ce qui est arrivé d'ailleurs après le petit optimum médiéval. Il faisait quelle température alors pendant cette période ? La même qu'aujourd'hui, peu à peu, au fur et à mesure jusqu'au XIVe siècle, de 900 à 1400 à peu près. Peu à peu, la température montait, comme elle monte aujourd'hui, sachant qu'on n'a pas du tout atteint les niveaux du petit optimum médiéval. Il y a un élément imparable, je le reciterai régulièrement parce que je pense qu'il faut l'avoir en tête pour tout le monde, c'est l'observation des glaciers. Et notamment des glaciers alpins, dans lequel Emmanuel Leroy-Ladurie, qu'on ne cite plus, hein, qui est un des grands spécialistes de l'histoire du climat, bien sûr, est allé sur place sur le glacier d'Alèche, côté autrichien, et il a constaté qu'il existe un canal d'irrigation qui servait pour le bétail l'été, quand il était dans les alpages, qui date du Moyen-Âge, et il est toujours aujourd'hui la source de ce canal que les hommes de l'époque avaient façonné, etc., pour le canaliser justement avec des canaux qui menaient aux abreuvoirs pour les bestiaux, eh bien ce canal, il est toujours oblitéré sous le glacier. C'est-à-dire que la rétractation de la glace du fait de la chaleur n'a pas atteint celle de l'époque. On a encore du temps devant nous. Et en effet, si on était dans les mêmes durées que le petit optimum médiéval, on peut dire que ça va continuer à se réchauffer jusqu'à 2250 ou 2300. Ce qui est plutôt rassurant, parce qu'à l'époque, en tout cas, on ne s'amusait pas à accuser l'homme de ce réchauffement climatique, et sûrement pas les voitures qui n'existaient pas. Donc, non, absolument. Ça, au moins, on était tranquille. Et ni le CO2, l'abominable CO2, qui représente, parenthèse, 0,04% peu ou prou de l'atmosphère. Nicolas Vidal. Bonjour Alban Darguin. Alors moi j'aime bien Bonjour, parce que Nicolas. c'est un bouquin qui pique et moi j'aime beaucoup quand ça pique comme ça et on est toujours ravis d'avoir des voix discordantes sous le patronage et la houlette de cette chère Clémence Oudiakova. Cher Alban Darguin, moi ce qui m'intéresse, vous parliez tout à l'heure de la grosse grippe de Wuhan, je l'ai noté bien sûr dans votre livre que j'ai fini de lire à la bougie hier soir pour me préparer aux coupures. Et je voulais vous poser une question sur le GIEC parce que par rapport au Covid-19, on a eu l'OMS et là on a le GIEC. Moi j'ai lu des choses effectivement effrayantes dans votre livre sur le GIEC. Finalement, vous dites clairement, Alban Darguin, que le GIEC, il n'est pas ultra indépendant, que
sont positionnés, placés ça et là, et que les notes finales, je vous le lis, finalement, sont validées par la manne politique ou la main politique. Donc, quel est le rôle du GIEC concrètement, et finalement, ça pose autant de problèmes qu'avait l'OMS. Bien sûr, et c'est quand même important, c'est quand même la référence, la preuve par cette charte de journalistes aujourd'hui qui cite encore le GIEC. Absolument. Le GIEC a été créé de toutes pièces pour l'œuvre qu'il accomplit. Et ça, c'est ancien, parce que si vous prenez les propos de George Kennan, sans faire de l'histoire trop ancienne, George Kennan, c'est un stratège américain qui est mort maintenant, qui est mort en 2000, et qui a eu un rôle très important dans le CFR, le Council on Foreign Relations américain, qui est une des agences du mondialisme, une des grandes agences du mondialisme, dans laquelle il a dit il faudra créer une instance qui sera au-dessus des nations et qui imposera aux nations un certain nombre de directives, et notamment sur le climat. Et bien le GIEC est exactement cela, et c'est ça qu'ils ont constitué. Alors le GIEC, c'est très hétérogène. Tous les pays sont représentés. Vous vous doutez bien que quand on dit que ce sont soi-disant des experts climatiques et des scientifiques, c'est parfaitement faux, il y a de tout. Et en tous les cas, les scientifiques qui y sont, de mon point de vue, sont corrompus par les politiques. Puisqu'ils n'ont pas le choix. Et les assessment reports, c'est-à-dire les AR, c'est-à-dire les rapports préalables, parenthèse, ils font 1500 à 2000 pages. Heureusement, il y a une version simplifiée pour les politiques qui fait juste 50 pages, et les chefs d'État. Mais quand on regarde ce qu'il y a dedans, c'est toujours validé pour aller dans un sens unique. Et vous expliquez même les méthodes de calcul et tout ça qui sont tout à fait étonnantes, enfin bancales, on va le dire clairement. Ah oui, il y a vraiment une anecdote, et j'incite nos auditeurs à aller non pas acheter le livre, mais à le feuilleter dans les librairies. C'est le Que sais-je qui a été fait par Robert Kendall, qui est un franco-américain, un scientifique, entre guillemets, franco-américain, qui a fait un que sais-je sur le réchauffement climatique, bien sûr du fait de l'homme, puisque lui, il a un prérequis, comme les autres, et dans lequel il présente c'est un scandale, il présente des courbes qui mélangent joyeusement des estimations, puisqu'il n'avait pas de réelles données à l'époque, et il les compare aux analyses d'aujourd'hui, à ce qu'on sait aujourd'hui. Bon, et il le dit clairement dans la légende. De même que quand c'est trop embêtant, on se met à parler de part par million ou de part par billion, c'est-à-dire par milliard. Ben oui, quand c'est tellement en pouillème, quand on sait que le CO2, par exemple, représente en gros en moyenne 0,04% de l'atmosphère, autant dire peanuts, qu'en plus de ça, personne ne peut assurer qu'il y a une croissance de ce CO2, malgré l'activité humaine, et bien finalement, on voit bien vers quelle manipulation on nous emmène. Mais je me permets, Clémence, parce que je voulais juste bien sûr. prolonger là-dessus, parce que quand même, page 78, vous parlez quand même d'une corruption des élites, avec finalement un plan qui serait mis en place, avec ce que vous appelez la grande cause, ou ce qu'ils appellent la grande cause, et ça me fait penser, bien entendu, cher Alban Darguin, au Great Reset, voyez-vous. Oui. Donc finalement, pour vous, il y a cette idée en sous-bassement que tout ça est prévu, et tout ça avec, bien sûr, l'endoctrinement des jeunes aussi, vous en parliez récemment là-dessus. Donc, pour vous, il y a un plan là-dessus. Oui. C'est ça. Il y a un plan. Alors, comme j'ai mené l'enquête comme une enquête policière, il y a donc l'analyse des manipulations, mais après, il y a les raisons. Et dans les raisons, il y a, de mon point de vue, 3 grandes raisons. La première, c'est véritablement une maîtrise mondiale de l'énergie, par peu de gens. Deuxièmement, donc il y a une maîtrise mondiale de l'énergie, et puis il y a un plan véritable d'effacement des nations. Et de mise en place véritablement d'une structure mondiale qui dirigerait tous les peuples. Voilà. Alors il y a des récalcitrants quand même dans ce plan-là, mais c'est ça. Et le réchauffement climatique est véritablement l'arme secrète, si j'ose dire, et ça passe, c'est ça qui est extraordinaire, de ce plan qui on dirait qu'ils savent que leur temps est compté, je ne sais pas, mais en tous les cas, plus ça va, plus ils accélèrent. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroulerait, entre guillemets, cet anéantissement des souverainetés ? L'anéantissement des souverainetés, déjà, il est bien engagé. Oui, tout à fait. Il est déjà engagé. Dans le plan. Dans le plan, que ce soit l'ONU, cette fameuse instance dont on parle, le GIEC, et qui a été façonnée de toutes pièces pour ça,
c'est-à-dire pour faire que les nations et les souverainetés n'existent plus et qu'on puisse prendre des décisions. Regardez la COP 21 de Paris 2015, c'est quand même sidérant. On a posé comme postulat qu'il fallait réduire les degrés de la Terre de je ne sais pas combien. D'abord, je mets au défi un scientifique de me donner une vraie moyenne scientifique de la température de la Terre, vu sa variabilité et vu dans le temps et dans l'espace d'ailleurs. Hein. Donc, bon, ça c'est une parenthèse, je la referme, mais véritablement, on a derrière ça une volonté d'anéantissement des souverainetés. Je vais vous donner un exemple, c'est la France. La France face à l'Europe. L'Europe est finalement un petit peu le bras armé du mondialisme. Hein. L'Europe d'aujourd'hui. Ursula von der Leyen, c'est le caporal-chef du mondialisme en Europe. Hein. C'est rien d'autre que ça. Et bien, là, on n'a plus le choix ni le droit d'avoir une politique énergétique à nous. Je rappelle dans mon livre quand même que Barroso, à l'époque de Sarkozy, il était le président de la Commission européenne à l'époque, hein, Barroso a fait le siège de Sarkozy pendant je ne sais pas combien de jours et de fois de coups de téléphone, etc., pour essayer de demander à Sarkozy que la France, qui n'en avait aucun besoin à l'époque, rachète de l'électricité des Allemands produite par les éoliennes qui tournaient pour rien. Oui. Sachant que derrière, il y avait les centrales à charbon qui continuaient à s'activer. Hein. Bien sûr. Bon. Éolienne va toujours avec centrale à charbon. Ah ben, ça va avec tout ce qui pollue. Contrairement à ce qu'on dit, y compris d'ailleurs sur les socles. Hein. 1100 tonnes de béton et d'acier par pied d'éoliennes, surtout qu'ils veulent les faire de plus en plus hautes. Ça veut dire que les terres ne seront pas cultivables pendant 300 ou 400 ans. Il n'y a pas de secret. Hein. Voilà. Mais c'est très bien. Hein. Et puis, c'est Cohn-Bendit qui a été un des papes des Grünen verts qu'on a réintégré en France, puisqu'il était quand même interdit de séjour, et c'est Hollande qui l'a ramené en France. Maintenant, il a le droit de parler, comme il l'avait fait déjà dans Le Monde en 2011, de l'Allemagne, où il avait fait un grand article à propos de Fukushima. Malheureusement, le raz-de-marée de la centrale nucléaire de Fukushima, en disant tout de suite, il faut absolument arrêter le nucléaire partout, et sous-entendu, essentiellement en France, pour défaire le bouquet énergétique le plus, selon eux, si on écoute leurs arguments, qui était le plus propre, entre guillemets. Il n'y a pas d'énergie propre, mais en l'occurrence, notre bouquet énergétique qui faisait l'envie du monde entier, c'était 80% d'électricité parfaitement décarbonée dans leur langage à eux, c'est-à-dire les centrales nucléaires, hein, et puis le reste, 14% qui était issu de nos barrages hydroélectriques, et le reste, la variable d'ajustement, c'était un petit peu de centrales thermiques. Voilà, donc c'était le meilleur modèle qui faisait de la France un pays souverain pour son énergie. En 20 ans, nous avons mis ça à plat. Oui. Complètement, à cause des Grünen verts, dont Cohn-Bendit a été l'allié, idéologique et autres. Et voilà où on en est aujourd'hui, avec Barroso derrière qui disait les Allemands, quand il y a du vent, ils sont trop d'électricité, est-ce que vous pourriez en racheter ? Alors que nous, dans l'autre sens, je sais que je vais mettre 1 euro dans le cochon, mais en overflow, quand les Allemands n'avaient plus d'électricité, ils suppliaient, 2 euros. ils suppliaient pour qu'ils puissent avoir notre électricité. Hein. Je voudrais juste rappeler sur ce point-là que c'est pas fini la guerre de l'indépendance et de la souveraineté énergétique. D'abord, il y a des gens et des politiques qui commencent à réagir, mais en plus de ça, il y a en sous-main un travail de sape de la Commission européenne qui veut nous imposer de vendre nos activités hydroélectriques. Ça encore, ce sont des savoir-faire, c'est comme la concurrence de la SNCF, ce sont des savoir-faire qui sont uniques, sur lesquels des Français, depuis 80 ans, ont travaillé, etc., ont fait des investissements considérables, et on veut simplement, patatras, qu'on puisse mettre ça avec des capitaux qui seront apatrides, hein, et que nous n'en ayons plus la maîtrise. C'est un nouveau scandale. Alors, tout ça est vraiment passionnant et comme vous le disiez, en plus, vous apportez beaucoup de pièces au dossier. Et vous parlez souvent de dossier. Hein. En fait, c'est peut-être parce que votre côté juriste qui fait que... Voilà. Mais ce qui est intéressant, vous l'expliquez tout à l'heure, finalement, donc il y a une forme de doxa avec une volonté supranationale de détruire les souverainetés. Mais aujourd'hui, les rares personnes qui tentent, et vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des résistances qui tentent de résister à cette doxa, sont décrédibilisés. Oui.
complotiste, qu'est-ce qu'il y a d'autre et voilà, François Gervais, climato-sceptique et Quelle voilà. horreur. Donc donc déjà le débat n'est plus possible. Comment résister? Comment résister? Comme quand on est dans des périodes de révolution. Nous sommes dans une période de révolution mondiale et d'approche d'une dictature infernale. Si les gens, donc pour résister, il faut faire un petit peu ce que j'avais fait moi, et très modestement, mais avec les éoliennes, lorsque j'ai sorti mon livre Éoliennes, un scandale d'État, j'ai fait le tour de la France, dans des plus petits villages qui soient, où j'avais, à ma grande surprise, dans des salles polyvalentes de mairie, 150 personnes qui étaient là pour écouter. Il y avait toujours des gens qui voulaient, qui étaient toujours les mêmes d'ailleurs, apporter la contradiction, mais qui étaient finalement ridiculisés au bout d'un moment. Et souvent, les militants du fond de salle qui venaient pour apporter la contradiction, ils partaient écœurés au bout d'un moment, parce que tout le monde était convaincu. Principe de réalité. C'est pays réel, le pays réel. Et donc moi, je pense que pour le réchauffement climatique, je vais aussi essayer de soulever le pays réel. Voilà. C'est un beau projet, Nicolas Vidal. Oui, mais il y a une question extrêmement intéressante aussi, Alban Darguin, vous en parlez, et on le voit pas que sur l'écologisme, pardon de ce mot, en isme, vous en parlez aussi, il y a l'endoctrinement des jeunes aussi. Vous voyez bien qu'à un moment donné, vous avez Extinction Rebellion ou toute une série de groupuscules d'associations qui sont convaincus de faire le bien, qui sont convaincus d'être les garants de la paix écologique et d'une planète retrouvée. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Alban Darguin, à ces jeunes qui aujourd'hui, finalement, selon vous, seraient un peu les bouffons utiles d'un pouvoir et du GIEC, non? Et parler du financement aussi de ces mouvements. Oui. Alors, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, ce qu'il faut dans ces sujets-là, c'est pas trop de paresse. Et or, la paresse, c'est d'écouter. En plus, avec la grande connexion, tout le monde reçoit tout un tas d'informations ici ou là. Mais il faut aussi garder un peu de discernement. Et pour garder du discernement, il faut avoir à la fois la force de travail de lire des choses qui ne sont pas forcément dans la doxa, et surtout de garder une liberté et une indépendance d'analyse. Sinon, on ne s'en sort pas. Et je dis ça surtout pour les jeunes, parce que véritablement, il y a la culture de masse, qui est la culture de toutes les révolutions d'ailleurs. Et puis c'est tellement facile de se glisser dans un mouvement, on est sûr d'avoir raison. C'est le principe du psittacisme climatique, ce que j'appelle le psittacisme. C'est-à-dire, vous savez ce que veut dire, enfin je le dis pour nos auditeurs, psittacisme, ça veut dire, c'est le perroquet. C'est-à-dire, c'est une expression qui veut dire répéter sans cesse des choses comme un perroquet. À bien déjeuner Jaco, à bien manger Jaco, etc. Le perroquet dans sa cage. Et bien là, on en arrive là, à bien réchauffer le climat. Vous parlez de perroquet, mais vous parlez aussi de chouette. Attendez, c'est quoi comme la chouette Arfan. La chouette Arfan pour Greta Thunberg. Oui, absolument. Donc, entre les perroquets et la chouette, vous trouvez qu'elle a une petite ressemblance avec la chouette Arfan? Je suis passionné par... Non, c'est pas très sympa, mais je suis passionné par l'ornithologie. C'est un hobby à côté. Oh, pardon, encore €1. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé que ça allait bien quand on regarde sa tête. Et puis la chouette Arfan, quand elle est en chasse des lemmings, le petit animal sympathique des régions nordiques, elle prend un air très sérieux quand elle fond sur eux et qu'elle essaye de les attraper. Voilà, je vous propose qu'on arrête cette comparaison. Et puis surtout cette interview, c'est passionnant, mais surtout j'appelle tous nos auditeurs à aller plus loin en se procurant ce livre aux éditions Pardès, donc Réchauffement climatique, enquête sur une manipulation mondiale. Vous expliquez tout bien, vous voulez réagir rapidement? Juste un mot, que les gens ne se trompent pas, que nos auditeurs ne se trompent pas. Nous sommes dans une pré-guerre mondiale de mon point de vue, et ça c'est grave. Et dans cette pré-guerre mondiale, le réchauffement climatique est un instrument majeur. Donc il ne faut pas se tromper sur la manipulation et sur ce qu'il y a derrière et les enjeux qui sont extrêmement graves. Eh bien, c'est bien compris. Merci beaucoup, Alban Darguin. Et peut-être que la meilleure arme, c'est d'abord de se procurer ce livre. Merci encore. Merci beaucoup à vous, Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.